Dizaine de points de ses plus hauts historiques. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Grégory Volokin avec nous en duplex depuis New York, président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory, merci d'être avec nous. Eh bien, allons-y sur les chiffres du jour. Dernière en date, l'indice de confiance calculé par l'Université du Michigan, confiance du consommateur américain. Attention, on est sur des enquêtes, des sondages, c'est une première estimation, mais quand même, le chiffre est assez spectaculaire. Oui, on est au-dessus de 100, si je me souviens bien. D'où elle vient cette confiance du consommateur américain? C'est pas trop compliqué de le comprendre. Il y a vraiment deux choses qui vont tout à fait dans le sens pour un consommateur d'avoir de la confiance. Son salaire augmente, il faut pas oublier les derniers chiffres où on voit une augmentation des salaires, et le taux de chômage est au plus bas, et c'est de plus en plus, je dirais, facile de trouver un emploi. Parce que la demande est plus forte que l'offre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si vous êtes un consommateur américain, tout va bien. Et vous allez me dire, oui, alors pourquoi tout d'un coup les ventes de détail sont un peu plus faibles que prévu au mois d'août? Est-ce que vous allez me demander ça? C'est exactement, c'était la question suivante. Mais alors bon, j'ai un peu la réponse dans ma tête, mais oui, là aussi, non mais c'est le problème de ces statistiques d'ailleurs qu'on commente, et on le fait, mais c'est le job, hein, qu'on commente comme ça jour après jour. On s'arrête souvent aux premières estimations, on oublie souvent que ces chiffres-là sont révisés, si vous voyez ce que je veux dire, Grégory. C'est qu'en partie ma réponse, mais c'est vrai qu'en fait, les ventes de détail du mois de juillet ont été révisées fortement en hausse, et qu'en fait, cette révision en hausse enlève exactement les 3 dixièmes de points sur le mois d'août, ce qui fait que là, on a un chiffre en dessous des estimations. Maintenant, pourquoi ces ventes de détail sont révisées en hausse en juillet? C'est pas par hasard. Il faut se souvenir qu'en juillet, et c'est pas du tout anecdotique, c'était Amazon Prime Day, le 16 et 17 juillet. Et que Amazon Prime Day, non seulement ça a poussé énormément de monde à faire des achats sur Amazon, mais en même temps, ça a poussé la plupart des chaînes de magasins à faire des offres spéciales pendant Prime Day pour attirer aussi des clients. Donc en fait, tout simplement, les gens se sont précipités à dépenser, à acheter ce qu'ils avaient besoin au mois de juillet. Ça a augmenté ses ventes en juillet, et il y a quand même toujours une limite aux besoins en achat. Et donc l'augmentation du mois de juillet grâce à Amazon et aux autres fait une petite diminution au mois d'août. Mais donc surtout pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et pourquoi je le dis? Grâce justement à cette confiance du consommateur qui est au plus haut là, et c'est un chiffre du mois d'août. Il y a un autre chiffre qui m'a marqué cette semaine, et peut-être que j'aurais dû en faire d'ailleurs le chiffre de la semaine, parce que c'est le genre de chiffre, là pour le coup, ce sont des statistiques qu'on ne regarde pas à ce niveau-là de détail, en tout cas Grégory. Mais j'ai vu que 2,7% des salariés du secteur privé avaient volontairement démissionné de leur emploi au cours du mois de juillet dernier. C'est un niveau jamais atteint depuis août 2001. Voilà, ça c'est le chômeur volontaire à la sauce américaine. Ça illustre quand même exactement ce qu'on vient de dire sur le niveau de confiance et la dynamique du marché du travail aujourd'hui aux États-Unis, Grégory. C'est des chiffres importants, ça. C'est très important, mais attention, un chômeur américain qui quitte son emploi volontairement, c'est pas pour toucher les allocations chômage. C'est ça. Il quitte son emploi pour une raison spéciale et spécifique. Il quitte son emploi parce que c'est beaucoup plus difficile d'avoir une augmentation de salaire quand vous gardez le même emploi que quand vous quittez votre compagnie pour aller dans une autre compagnie. Et qu'est-ce que ça montre, ce chiffre dont vous parlez, qui est très important? Ça montre qu'en fait, puisque les salaires montent, ça vaut la peine des fois de quitter son emploi et d'aller voir ailleurs, et de se faire réembaucher à des niveaux de salaire supérieurs. Non, chômeur volontaire, c'est un concept effectivement, mais là on parle de démission volontaire pour aller trouver mieux ailleurs, parce qu'on est sûr qu'on trouvera mieux ailleurs. Non mais c'est ça la dynamique du marché du travail aujourd'hui aux États-Unis, Grégory. J'ai pas encore vu les rafales de tweets de Donald Trump, mais sans doute y en aura-t-il au sujet de l'enquête russe, puisque l'ancien directeur de campagne de Donald Trump est prêt à coopérer avec le procureur spécial Robert Mueller. Bon, on avance sur cette enquête du procureur spécial, mais c'est typiquement le genre de coopération qui va fortement agacer Donald Trump. Alors oui, mais ce qu'on a appris ce matin, c'est donc que Manafort accepte de plaider coupable à Washington. On sait qu'il a parlé avec Mueller. Mais plaider coupable, ça ne veut pas dire collaborer. Attention, c'est ça la différence. On apprendra seulement dans la journée s'il va vraiment
collaborer. Parce que admettre ses crimes, c'est une chose, mais ce que Mueller cherche, c'est pas de connaître ce qu'a fait Manafort, il le sait très très bien ça. Et d'ailleurs, il a publié un rapport de 70 pages sur les activités de blanchissage d'argent, les fraudes fiscales de Manafort. Ce que Mueller cherche, c'est les liens de collusion entre Trump, Manafort et les Russes. Et ça, on ne sait absolument pas si Manafort collabore avec Mueller. Par contre, on le saura dans la journée. Donc, plaider coupable, ce n'est pas un événement. C'est parce que, comme ça, il évite un deuxième procès. Il va de toute façon passer longtemps en prison. Mais s'il collabore pas avec Mueller, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Manafort espère une chose, le pardon de Donald Trump, parce que Manafort, il a 70 ans, il va déjà sûrement écoper de 10 ans de prison. En plaidant coupable aujourd'hui, ça va sûrement rajouter aussi un peu une peine de prison. Alors, si il ne collabore pas, il espère que Trump va le pardonner. Trump a le droit de le faire, mais ça serait aussi une tourmente politique nouvelle et ça serait très intéressant à suivre. Bon, Grégory, pour finir, c'est vrai que c'est un sujet qui nous a accompagnés un peu en fil rouge tout au long de la semaine, mais je crois qu'on n'en a pas parlé ensemble. Il y a 10 ans, jour pour jour, heure pour heure même, je crois, quasiment, la dernière chance de sauvetage de Lehman Brothers échouait. C'était Barclays qui avait été appelé à la rescousse pour tenter de sauver le soldat Lehman Brothers. Et finalement, les discussions n'aboutissaient pas. Au moment où on se parle, enfin 10 ans, il y a 10 ans de cela, les discussions pour un rachat de Lehman par Barclays venaient d'échouer, Grégory. Bon, est-ce qu'il y a, je sais pas, un retour d'expérience personnelle? C'est toujours intéressant à entendre. Hein. Vous avez vécu ça au plus proche. Et puis, je sais pas, 10 ans après, quelle évaluation est-ce que vous faites de l'héritage que nous laisse cette crise? C'est une question complexe. Personnellement, je me souviens très bien, j'étais dans une salle des marchés et on était fasciné par l'écran de télévision où on voyait le cours de Lehman Brothers perdre 5-10% par minute et aller directement en faillite. Il faut savoir qu'ils auraient pu être sauvés par le gouvernement américain, comme d'autres compagnies, dont AIG, General Motors, etc., ont été sauvés, ou bien ils auraient pu être rachetés par Barclays, ou d'autres, mais Barclays était beaucoup plus malin que ça. Barclays a attendu que Lehman fasse faillite, et ils ont repris en gros les activités de Lehman aux États-Unis, et ça leur a pratiquement rien coûté. Donc Barclays a fait une belle opération à ce moment-là. Les leçons à retenir, je dirais qu'il y en a tellement que la première leçon qu'il faut retenir, c'est que quand une banque joue trop avec l'argent de ses clients et qu'elle utilise trop d'effets de levier, le risque augmente. Et qu'il y a un moment où, en fait, c'est comme un vase, qu'une fois que l'eau déborde, c'est trop tard pour faire quoi que ce soit. En gros, on n'arrive plus à remettre le génie ou le mauvais génie dans la bouteille. La dernière leçon, c'est que maintenant, dans le système financier, les banques sont plus solides, beaucoup plus solides, elles ont plus de fonds propres, elles prennent moins de risques sur les marchés, les risques ont été déplacés, et maintenant, qui prend des risques sur les marchés? Ça va être les compagnies de private equity, de capital à risque, ça va être des hedge funds, ça va être des fonds de pension, et en fait, c'est tout un secteur de la finance qui est je dirais, pas forcément très transparent et en tout cas beaucoup moins réglementé actuellement que les banques. Merci beaucoup Grégory, merci d'être avec nous tous les jours, de contribuer tous les jours à Intégral Bourse. Grégory Volokin en duplex avec nous depuis New York, le président de Mescard Financial Services. Votre rendez-vous avec